14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et je vous propose que nous évoquions aujourd'hui la sexualité sacrée. Alors c'est un terme qu'on entend un peu plus souvent, on évoque aussi le tantra, le slow sex, mais tous ces courants sont certes quelques similitudes entre eux, mais ne signifient pas tous la même chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sexualité est en relation avec le plaisir et avec le corps, donc avec nos 5 sens et avec notre ressenti. En d'autres termes, si vous préférez, cela a à voir avec la sensation et non pas avec la raison. Il ne faut pas vouloir, il faut ressentir. Ce qui fait souvent dire qu'il faut être dans le lâcher-prise, mais là encore, c'est une notion assez complexe, et notamment pour bon nombre de gens qui ne savent pas bien être dans leur corps. Et c'est vrai qu'on ne nous l'apprend pas, on ne l'apprend pas dans notre famille, on ne l'apprend pas à l'école. Eh bien, c'est avec Fabrice Bach qu'on va vous donner quelques clés. En tout cas, si vous savez être dans vos sensations, je vous invite à venir témoigner. Sinon, venez poser vos questions et on va vous guider. On en parle ensemble. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Fabrice Bach. Bonjour Brigitte. Alors c'est vrai qu'on parle plus de sexualité sacrée, de tantra, de slow sex depuis une bonne dizaine d'années, je dirais. Mais c'est des notions qui ont toujours existé au fond. Oui, en fait, c'est intéressant parce qu'on a vu réémerger en fait ces concepts, cette alliance en fait. Quand on entend sexualité sacrée, qu'est-ce qu'on met derrière cela ? C'est déjà être dans une dimension. On va faire fusionner, tel que c'est décrit, le corps, le cœur et l'âme. Et justement, l'idée étant d'atteindre une extase qui soit à la fois spirituelle, physique, psychologique et émotionnelle. Et en fait, quand on regarde l'ensemble de ces principes, est-ce que, et je pense qu'on va le développer au cours de cette émission, est-ce que finalement, c'est pas de cette façon-là que devrait fonctionner toute sexualité ? Maintenant, je pense qu'il y a effectivement un retour, parce qu'en parallèle, ce qu'on constate, vous disiez très bien depuis une dizaine d'années, c'est une déperdition de la représentation de ce qu'est la sexualité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers ce concept de sexualité sacrée, on se rend compte qu'on remet en place des notions de respect, d'attention à l'autre, d'éléments physiques, et qui semblaient effectivement avoir disparu. Et c'est très intéressant parce que moi, j'ai certains patients qui m'en parlent et quand je leur dis souvent, mais finalement, dans ce que vous décrivez dans cette sexualité sacrée, est-ce que ça n'est pas simplement la sexualité telle qu'elle devrait être ? Oui. Et alors, en préparant l'émission, je me suis dit que, à mon avis, depuis la nuit des temps, peut-être pas la nuit des temps, mais depuis quand même très longtemps, l'humain avait cette notion-là. Parce que quand on pense au sacrum, on sait où se situe le sacrum, et le sacrum se situe à un endroit où se situerait le chakra de la sexualité. Enfin bref, se situe à un endroit qui se retrouve au niveau de nos organes génitaux, au niveau aussi de notre périnée, qui est un peu le plancher du corps. Enfin, tout ça laisse à penser que on n'a peut-être pas appelé par hasard cet os sacrum. Bien sûr. Puis quand on dit sexualité sacrée, qu'est-ce que ça veut dire sacré ? Qui est digne d'un respect absolu. Oui. Donc, finalement, la sexualité est digne d'un respect absolu, c'est-à-dire on va se respecter l'un l'autre, je vais me respecter l'autre, son partenaire. Et en fait, ce qui est remis au centre, c'est ça. Et combien de fois on a des personnes qui peuvent être déçues dans leur sexualité parce qu'il y a une notion qui a disparu, celle du respect, quand on creuse un peu plus, la notion de la confiance à l'autre. Et c'est vrai que ces courants-là remettent en avant ces éléments. Et moi j'aime bien aussi l'idée des sens, des 5 sens, et donc de la sensualité, parce que finalement la sexualité, ça démarre par de la sensualité normalement. Et on voit bien que les personnes qui ont des difficultés dans leur sexualité, c'est souvent des personnes qui sont pas très en relation avec la sensualité, et donc avec le corps. Qui ont du mal à caresser, qui ont du mal à ressentir, qui sont en effet du mal avec leur corps. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que la sexualité, au départ, avant d'avoir du sexe, on va avoir des émotions, des ressentis, on va faire remonter un désir, et le désir passe par les 5 sens. Et c'est ça qui est extraordinaire chez nous, les êtres humains, c'est que nous avons 5 sens que nous pouvons stimuler d'une façon différente. On peut même en privilégier certains par rapport à d'autres. Par exemple, les hommes vont être plus sensibles sur le registre visuel, les femmes plus sensibles sur un registre tactile. Ceci, c'est intéressant à savoir. Et auditif. Et auditif. Les caresses dans les oreilles, ça marche bien. Enfin, je veux dire, les mots dans les oreilles, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Et pouvoir activer ces 5 sens et jouer avec,
La dimension du jeu est aussi quelque chose d'extrêmement important. Sexualité sacrée met en avant le fait de sortir de la performance, de sortir de l'obligation de résultat d'une jouissance. Et elle attache beaucoup d'importance à ce qui a manqué chez beaucoup de personnes qui s'attachent à ces courants-là, les préliminaires, l'attention portée à l'autre et le respect porté à l'autre. Et alors, quand on parle du slow sex, ça ne veut pas dire grand-chose d'autre que de simplement prendre le temps de bien faire l'amour et de se retrouver tranquillement. Mais complètement, faire l'amour, ça demande du temps. Ça demande une prédisposition, un état d'esprit. On va s'exciter mutuellement. Cette excitation est différente chez l'homme ou la femme, passe par des artifices différents, par des sens différents. Et ce qui veut dire que, effectivement, on s'excite et brusquement on se saute dessus, c'est pas faire l'amour. C'est pas faire l'amour. Une patiente me disait dernièrement, des fois j'ai l'impression qu'avant, aujourd'hui je fais l'amour avec ma conjointe, avant je baisais. Oui, c'est complètement différent. De temps en temps, ça peut faire du bien, c'est pulsionnel. Si c'est récurrent, on perd quelque chose dans la qualité de la relation à l'autre. Et alors, quant au tantra, on en parlera dans la deuxième heure avec Claire Delis qui viendra nous présenter son livre, Le couple tantrique. Quant au tantra, au départ, ça partait d'une notion de la spiritualité. Alors après, c'est vrai que dans le mode occidental, c'est un mot qui est pas toujours très 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 bien compris et j'ai tendance à dire attention, il y a beaucoup de stages de tantra qui n'en sont pas réellement. Exactement. Le problème, c'est que il faut être toujours très vigilant à travers toutes ces notions. La sexualité participe du lien à l'autre, on l'a évoqué à l'instant. Après, on peut matiner ça de tout un ensemble de pseudo-philosophie orientale ou quoi que ce soit, et tomber sur des registres un peu, qu'on va dire, gourouesques ou ce genre de choses. Et puis, le corps n'a plus d'importance, tout ce qui se passe est dans la tête. Nous sommes des êtres physiques, des êtres aussi ancrés physiquement. Nous ressentons des choses à travers nos émotions. Maintenant, il est clair que notre plaisir sera accru si l'autre a du plaisir, et notre plaisir à nous sera accru si nous nous connaissons physiquement, mais aussi mentalement. Oui, ce qui évidemment n'est pas si simple, parce que quand on démarre la sexualité au moment de la puberté, on ne connaît pas grand-chose de soi, de l'autre. Déjà, sauf si on est homosexuel, mais déjà on découvre quelqu'un qui ne fonctionne pas tout à fait pareil, parce que quoi qu'on en dise... La sexualité de l'homme et de la femme, c'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose, c'est clair. Mais aussi, c'est intéressant ce que vous évoquez. Parfois, il y a des projections. Ce que moi je vis, ce qui me plaît, ça va plaire à l'autre. Non, pas forcément. Alors, quand on a 17 ans, 18 ans, c'est normal, on découvre un univers de possibles, un univers de jeu, on fait un peu feu de tout bois, et on voit ce que ça va donner. Mais plus on avance dans sa sexualité, plus la sexualité doit se modifier. Une sexualité à 18 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, ça n'est pas la même. Elle va se modifier dans le temps. Quand on a quelqu'un qui dit à 45 ans, j'aimerais retrouver ma sexualité de 18 ans, non. C'est pas possible. En rêve, peut-être. Peut-être en rêve, voilà. Maintenant, accepter ces modifications et en faire quelque chose de positif. Ah oui, ça c'est super. Et puis, on parlait hier de communication. Là encore, communiquer, c'est pas mal. Toujours. La communication de la sexualité est la base de tout. À chaque fois qu'on constate des personnes qui sont insatisfaites dans leur vie sexuelle, de couple ou individuelle, on creuse un peu et on a derrière des manques de communication. La personne n'ose pas échanger, a peur qu'on se moque d'elle, n'ose pas échanger sur ses désirs, ses fantasmes, pense que l'autre va deviner ce qu'elle aime et va le mettre en pratique, sous-tend des choses. Non, on le dit simplement. Mais pour ça, il faut se sentir en état de confiance avec l'autre. Ça, c'est important. Et la confiance, ça ne s'installe pas. C'est quelque chose qui se construit, ça n'est pas donné d'emblée. Non, et ça dépend aussi déjà de la confiance qu'on a en soi. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Fabrice Bach, mais il y a des personnes qui disent que pour avoir une sexualité sacrée, il faut déjà avoir fait un travail sur soi, être un peu dans la spiritualité. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que parfois, justement, c'est par le sexe qu'on va découvrir quelque chose qui a une sorte d'ailleurs, une sorte de dimension un peu plus, un peu supérieure, et ça va nous apporter quelque chose qui va nous donner du sens. Complètement. Et donc c'est... Non, en fait, la sexualité sacrée impliquerait dans la pensée de certaines personnes qu'il faut d'abord avoir fait un travail sur soi et un travail spirituel. Et de ce travail spirituel, on va y connecter la sexualité. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce principe. C'est pas ça du tout. Moi non plus. C'est une façon, à un moment donné, de réfléchir à soi
et à son rapport à l'autre dans la relation intime, mais on la vit cette relation. Ça n'est pas que quelque chose qui est mentalisé, sans quoi on se crée des repères et on peut rentrer ensuite dans des choses qui peuvent être très dogmatiques. Puisque je l'ai pensé, ça doit être comme ça. La réalité est parfois bien différente. Oui, moi je pense qu'il faut... Allez, je veux dire un truc un peu trivial, il faut travailler sur le tas, quoi. Il faut mettre en pratique et puis il faut expérimenter des choses, voir à ce moment-là ce qui nous plaît ou pas, et réfléchir à cela. C'est pas simplement, voilà, on est à deux, il se passe un truc, on s'est fait du bien, merci, au revoir. Qu'est-ce qui lui a plu, qu'est-ce qui lui a pas plu? Il y a un avant, un pendant et un après. Avant, c'est toute la dimension érotique, la dimension sensuelle qu'on va mettre en avant, la connexion à l'autre. On reviendra, je pense, sur le fait de comment créer cette connexion, créer un temps, un moment, un lieu pour cela. Ensuite, il y a le moment où effectivement on est à ce moment-là dans cette dimension ludique. Et j'insiste toujours sur cette notion. Le sexe est ludique. C'est pas quelque chose de sérieux, de lourd, de grave. Non, on va s'amuser ensemble. C'est le jeu des adultes. Voilà. Et puis il y a des exercices tout bêtes. Je peux déjà donner un exercice. Par la respiration, très souvent, on revient à la sensation et donc à ce que ressent le corps. Par exemple, essayer de respirer ensemble, en même temps, inspirer, expirer ensemble, tout en étant dans une relation sensuelle. Sexuelle, c'est déjà quelque chose qui peut amener justement à cette sexualité sacrée. Mais complètement. Et puis amener, par exemple, à se masser mutuellement. C'est quelque chose de très agréable, on n'y pense jamais. Monsieur peut masser madame, et la réciproque est vraie aussi. Moi je n'aime pas le massage, je n'aime pas qu'on me touche. Pourquoi? Pourtant, il y a du physique et du contact dans la sexualité. Ça n'est pas qu'une... ne pas aimer qu'on nous touche, ça dénote quand même un petit souci. Tout à fait. Normalement, tout le monde devrait aimer être touché, pas par n'importe qui, certes. On est tout à fait d'accord. Mais après, c'est peut-être que l'autre n'a pas la bonne façon de toucher, mais à ce moment-là, on le dit. Tiens, fais plus comme ceci, fais plus comme cela, ça me plaît plus. Et en fait, on s'apprend mutuellement. La sexualité qu'on va créer à deux, ce sont deux sexualités individuelles qu'on va mettre en commun et on va s'apprendre quelque chose de nouveau. Par nos 5 sens. Et on va en parler avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à venir témoigner ou à poser vos questions. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Fabrice Bach, psychothérapeute, on évoque aujourd'hui la sexualité sacrée. Et c'est Enola qui va nous donner les préliminaires de la sexualité sacrée. Bonjour Enola. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Bonjour à vous tous. Mais oui, j'ai écouté avec une grande attention votre introduction à tous les deux et je hochais de la tête en vous écoutant et du coup je suis contente de pouvoir entendre ça à une heure de grande écoute. Merci beaucoup pour ça. Je vous en prie Enola et merci à vous de témoigner. Vous avez fait, je crois, des stages de tantra, c'est ça ? Oui. Alors, mon compagnon et moi, on a fait 2 stages de tantra, un stage d'initiation et un stage qui était plus sur le chakra du cœur et donc l'ouverture du cœur. Et en fait, on s'est rendu compte. Alors, je précise parce que Fabrice et moi, on sait ce que c'est qu'un chakra, mais pour les gens qui nous écoutent, ce sont des petits points énergétiques dans le corps qui vont de bas en haut. Donc, on en a 7 principaux et celui du cœur, évidemment, se trouve au niveau du cœur. Voilà. Voilà pour l'explication. Et donc, on a fait 2 stages. Et en fait, on s'est rendu compte à l'issue du premier stage qu'on a fait ensemble, mon compagnon et moi, qu'on était déjà dans cet état d'esprit quand on faisait l'amour ensemble. Et néanmoins, même si on était déjà dans cet état d'esprit, ça nous a permis de le mettre en conscience, de se rendre compte qu'on était là-dedans. Et du coup, d'accentuer très très fort ce qu'on faisait déjà. Et on s'est tous les deux fait la réflexion après notre premier stage, qui était il y a une quinzaine d'années, qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Il y a eu un avant-stage et un après-stage. Et parce qu'en réalité, ça a tellement mis en lumière ça vous a quelque chose. confirmé. Oui, voilà. Vous étiez sur le bon chemin.
Voilà, ça a tellement mis en lumière cette façon qu'on avait déjà de faire. Et c'est là où j'ai joché vraiment la tête quand vous parliez des 5 sens. C'est-à-dire que... alors, en fait, il faut savoir que mon compagnon et moi, je suis une ancienne danseuse, et mon compagnon est un grand sportif. Il pratique des arts martiaux. Donc, on a... oui, en plus, les arts martiaux, on est dans le corps, avec la notion du corps, vraiment. Oui, et on est dans le rapport... On n'est pas dans la performance. Voilà, on est vraiment dans le rapport au corps avec l'autre, en fait, bon, dans le combat, mais dans un très grand respect. Et moi, par la danse, j'avais une conscience corporelle qui était déjà quand même très, très présente. Et notamment, j'ai fait pratiquer aussi la danse contact, qui est une danse où on est tout le temps en contact l'un avec l'autre, et qui se pratique souvent dans les stages de tantra. Et donc, en fait, je crois que nos deux approches corporelles qu'on avait chacun de notre côté ont fait que quand on était ensemble, on était à la fois capable d'être très attentif à notre propre corps et très attentif au corps de l'autre. Et du coup, quand je vous ai entendu parler des sens, ça m'a vraiment interpellée aussi, parce que moi, j'ai toujours eu j'ai pratiqué la pleine conscience plus tard, après avoir fait ces stages. Et je me rappelle avoir fait un petit stage de tantra. Enfin, c'était juste une matinée, c'était pas un grand stage comme on peut en faire des fois de quelques jours. Là, c'était juste une matinée. Et je me rappelle avoir dit quelque chose qui avait interpellé l'animateur. Je lui avais dit, de toute façon, le tantra, pour moi, c'est la pleine conscience appliquée au sexe. Et donc, dans la pleine conscience, on est vraiment... c'est très, très simple, en fait. Il s'agit simplement de se brancher sur nos 5 sens, comme vous le disiez tout à l'heure, en étant très attentif à ce qu'on goûte, à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, à ce qu'on ressent dans notre corps, et aussi juste sur notre peau, avec le toucher. Et en fait, rien que le fait d'avoir une très grande attention portée à nos sens, ça va nous amener à faire l'amour de manière tout à fait différente. Oui, bien sûr, et que complètement. En fait, le fait de faire l'amour, c'est pas simplement on a 5 minutes de préliminaire, on saute dessus et puis voilà. Il y a tout un prérequis qui est là. Et en l'occurrence, vous parliez un instant de pleine conscience, c'est pouvoir s'inscrire dans le moment présent. C'est-à-dire se déconnecter aussi de tout un ensemble de problématiques. Comment avoir une sexualité épanouie si à ce moment-là on est en train de penser à son problème de boulot ou à son problème de je ne sais quoi. Donc c'est effectivement la meilleure façon de se réinscrire dans le moment présent, c'est se centrer sur ses émotions, ce qui est ressenti physiquement. Et en se centrant sur soi et ce que l'on ressent, quand on est dans une relation intime à l'autre, on va directement se câbler sur l'autre, puisque c'est l'autre qui nous fait ressentir des choses. À condition aussi de laisser de côté toutes les éventuelles rancœurs ou griefs qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre, parce que c'est aussi ça. Il y a une sorte, je dirais, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Enola, mais il y a une sorte de nettoyage émotionnel à faire avant de se retrouver justement pour faire l'amour. Alors, moi, j'ai un vécu particulier par rapport à ça. Moi, j'ai remarqué que moi, en tant que femme, ou alors c'est moi juste en tant qu'individu, je ne sais pas, parce que mon compagnon et moi fonctionnons de façon très différente par rapport à ça, à savoir que le fait de faire l'amour, lui, va lui permettre de passer à autre chose par rapport à une éventuelle dispute ou friction qu'il y a eu entre nous. Et moi, le fait que nous soyons déjà en paix est un préalable au fait que nous fassions l'amour. Eh ben, c'est très féminin et masculin, ce que vous décrivez. Bon. Donc, c'est bien ce qui me semblait. C'est pas juste une façon individuelle de réagir. Non, on est dans le stéréotype, Enola. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est bien de l'avoir en tête, parce que vous ne pouvez pas lui demander de fonctionner comme vous, il ne peut pas vous demander de fonctionner comme lui. C'est là où il faut être vigilant. Oui, et c'est là où c'est quand même c'est pas une mince affaire d'être dans un couple hétérosexuel, parce qu'on a des façons de fonctionner qui sont tellement différentes, y compris au niveau physique, que ça demande une très grande ouverture d'esprit, parce qu'on ne comprend réellement quelque chose que quand on le vit soi-même. Or, moi, en tant que femme, je ne vivrai jamais dans le corps d'un homme, et réciproquement. Ce qui ne doit pas poser la même difficulté dans un couple homosexuel, d'ailleurs, j'imagine. Oui, mais il y en a d'autres, vous rassurez-vous. Il y en a d'autres. Ils sont pas plus enviés. Et puis, ça apporte une richesse, justement, le rapport à l'autre avec ses différences. Donc, le tout, c'est d'accepter que l'autre ne soit pas comme nous. C'est ça le plus difficile, évidemment.
Et oui, d'où l'importance, comme vous le disiez au tout démarrage, de la communication, c'est-à-dire que notamment quand on en est au début d'une vie sexuelle, moi je dirais ça parce que mon compagnon et moi, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, et au début on a énormément parlé de qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il aimait pas, qu'est-ce que moi j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, de façon à nous connaître, parce que de manière générale, de toute façon, on était jeunes et notre vie sexuelle n'avait pas commencé il y a fort longtemps, donc on avait besoin non seulement d'apprendre à nous connaître mutuellement, mais aussi d'apprendre à connaître notre corps, et de savoir qu'est-ce que l'autre aimait. Et ça passe par une communication, pas uniquement au niveau charnel, ça passe aussi par une communication verbale où on va pouvoir mettre des mots. Et comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que ça aussi, le préalable, c'est une certaine confiance entre nous, parce que pouvoir aborder ces sujets-là demande quand même d'être un peu à l'aise. Oui. Merci beaucoup, et Enola, on démarre avec un superbe témoignage grâce à vous, et je vous en remercie. On va faire une petite pause, on retrouve notre Sexy News Philippe Breneau qui va nous parler de la sexologie au XVIIIe siècle. Je ne savais même pas que ça existait. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Fabrice Bach, nous retrouvons notre sexologue, anthropologue, psychiatre, Philippe Breneau. J'oublie toujours l'écrivain, et je sais que vous y tenez beaucoup, Philippe Breneau. Bonjour. Oui, merci Brigitte. Oui. Alors je suis pas sûre que le mot sexologie existait déjà au XVIIIe siècle. Ah, mais moi j'avais pas parlé du XVIIIe siècle. Vous avez interprété, vous allez voir, peut-être bien. Mais oui, Brigitte. Ah, c'est Bénédicte la coupable. Elle avoue. Ce n'est pas grave, parce qu'effectivement, je vais vous parler d'une consultation de sexologie au 18e. Alors, vous allez me dire, consultation de sexologie normale pour un sexologue, mais pas dans le 18e arrondissement où je n'ai jamais exercé, ni au 18e étage où je n'ai jamais vécu, mais au 18e siècle, dont je reviens à l'instant. C'est pour ça que je ne suis pas avec vous dans le studio aujourd'hui. D'accord. Alors, je savais que tous les psychiatres étaient un peu fous, donc je ne suis pas surprise, Philippe Breneau. Voilà, sexologie au 18e, c'est ce que vous venez de dire. Vous me faites rire, car la sexologie n'existait pas il y a 3 siècles. Mais voilà. Ni, par exemple, la psychiatrie n'existait pas non plus. Mais apparaissait une médecine qui inventait tous les concepts que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est en relisant un livre ancien, ce que je fais assez souvent, que j'ai découvert cette consultation de sexologie, j'allais dire, comme on la ferait aujourd'hui, par un grand précurseur qui comprenait 2 choses essentielles, la complexité de la sexualité, et qui a eu la prescience de ce que nous appelons aujourd'hui l'interdit sexuel, c'est-à-dire c'est une prescription, vous allez le voir, qui s'avère souvent très efficace dans les difficultés masculines du contrôle de l'érection. Alors je vais vous parler de quelqu'un que vous ne connaissez certainement pas, il s'appelait John Hunter, il était anglais, il était médecin extraordinaire de Sa Majesté britannique, ça devait être George III à l'époque, enfin je ne sais plus. Il était chirurgien de l'hôpital Saint-Georges à Londres, et alors nous sommes en 1770. Il écrit un traité des maladies vénériennes, qui décrit notamment toutes les infections. Elles étaient extrêmement fréquentes à l'époque, les infections de l'appareil génital masculin et féminin. Et il s'intéresse tout particulièrement à ce que l'on nommait encore impuissance chez l'homme. Aujourd'hui, on parle de troubles érectiles, on parle de troubles du désir. Mais John Hunter, qui va être très fin clinicien, il va distinguer 2 sortes d'impuissance. Et vous voyez qu'on approche de la façon dont on le pense aujourd'hui. Il va dire qu'il y a une impuissance dite organique, qui relève des maladies du corps, et extraordinaire, vous allez voir comment il va la nommer, une impuissance qu'il qualifie par imagination, c'est-à-dire en lien avec l'imaginaire du sujet. Il est l'inventeur de ce terme qui est très parlant, on devrait presque l'utiliser à nouveau aujourd'hui, l'impuissance par imagination. Alors je crois que ça parle beaucoup sûrement à des auditeurs, à des auditrices, cette impuissance par imagination. Qu'en pensez-vous, Brigitte ? Oui, c'est joli, c'est une belle manière de parler de ces impuissances qui sont dues en effet au psychique. À quelque chose de psychique. Alors il s'insurge tout d'abord contre la trop facile accusation de la masturbation. C'est la grande époque, vous savez, où on interdisait la masturbation. Et alors je vous cite à partir de maintenant des passages de John Hunter.
Certains pensent que la masturbation chez les jeunes gens est la cause de cette maladie. Mais cette maladie arrive trop rarement pour prendre son origine dans une cause aussi fréquente. Et il a l'audace de dire la masturbation. Tout le monde se très masturbe fréquente. et pourtant tout le monde n'est pas impuissant, oui. Et en plus, il est en train de dire c'est un peu normal. Que la masturbation est normale. À l'époque, on n'avait pas le droit de le dire. Sa compréhension de la sexualité est beaucoup plus fine lorsqu'il va décrire, et là je vous explique cette histoire d'un de ses patients, c'est la consultation. Voilà ce qu'il raconte. Un homme se plaignit à moi d'avoir perdu ses facultés viriles. Après 1 heure d'examen de son état, c'est déjà pas mal, hein, il prend du temps de la consultation. Mais il avait le temps à l'époque. Hein. Peut-être. Je découvris, premièrement, qu'il avait de fortes érections à des moments où ce n'était pas nécessaire. Ce qui prouvait qu'il avait naturellement des facultés. Il parlait d'érections matinales, par exemple. Deuxièmement, que ces érections étaient accompagnées de désir, ce qui est une faculté naturelle. Et déjà, il fait la distinction, il dit il a du désir, il a des érections, donc ça se passe dans l'imagination. Troisièmement, je lui demandais si toutes les femmes lui étaient égales. Il me répondit que non. Avec certaines, il avait assez de force pour arriver à ses fins. Sa réponse me fit comprendre que son trouble se réduisait à peu de choses, qu'il n'y avait qu'une seule personne d'où provenait cette insuffisance, car son désir faisait naître dans son imagination le doute ou la crainte de ne pas réussir. Il venait d'inventer ce qu'on appelle aujourd'hui l'angoisse d'anticipation. Il dit il avait peur, il doutait de réussir. Et alors, on termine la consultation. John Hunter poursuit. Comme certaines capacités dépendaient entièrement de son état d'âme, et qu'il s'agissait seulement de remédier à son imagination. Vous voyez, pour les praticiens d'aujourd'hui, je leur dis, vous voyez, c'est simple, il suffit de remédier à son imagination pour le guérir. Je lui dis qu'il pouvait être guéri s'il voulait porter son indifférence jusqu'à s'oublier lui-même. C'est formidable cette formule. Vous allez vous oublier vous-même. Je ne suis pas complètement d'accord non plus avec cette formule. Vous allez voir la suite. Mais bon, je vous laisse continuer, bien sûr. On termine la consultation et on va la commenter. Je lui conseillais donc d'aller trouver cette femme, mais de se résoudre à n'avoir aucun commerce avec elle pendant 6 nuits, et de laisser simplement agir ses inclinaisons, c'est-à-dire ses pulsions, et s'engagea à suivre mon conseil. 15 jours plus tard, il me dit que cette résolution avait produit un changement si total qu'il s'était senti aussitôt en force et qu'au lieu de se coucher avec la crainte de ne pas réussir, il était au contraire au lit, avec celle d'avoir un désir trop violent. Ainsi, dès qu'il eut rompu l'enchantement, ses facultés s'accordèrent parfaitement et son imagination ne retomba plus dans son trouble. Il venait d'inventer ce qu'on appelle aujourd'hui l'interdit sexuel, qui permet de défocaliser l'attention, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on ne se concentre plus sur l'érection, j'ai la trouille qu'elle tombe, pour se concentrer sur l'essentiel pour tous les auditeurs et les auditrices, c'est la sensualité. Et la sensualité donnera l'excitation. Vous voyez, extraordinaire consultation du 18e, moi je crois que c'est un modèle pour les praticiens, pour tous les auditeurs et les auditrices d'aujourd'hui. C'est complètement vrai. Laissez parler vos pulsions en arrêtant, en s'oubliant peut-être soi-même, en oubliant en tout cas la préoccupation qu'on a sur le corps. Laissons le cortex de côté et laissons le corps agir. Oui. Mais le corps agir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette consultation du 18e ? Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que déjà à l'époque, on se posait ces questions-là. Et en fait, ce sont des questions qui se sont toujours posées. Il y a un moine qui s'appelait Helvétius, qui a écrit un ouvrage en 1788, qui s'intitule « De la pensée ». Il y a tout un chapitre où il parle de la connexion entre ce qu'il appelle à l'époque les passions et la pensée, en l'occurrence le désir, et comment le désir vient alimenter ou perturber la pensée logique. C'est fascinant à lire. C'est-à-dire déjà à l'époque, on se posait ces questions-là. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans l'exemple que vous donnez, c'est que finalement, on se rend compte que c'est énormément de bon sens de ce qui est décrit. Bien sûr. Aujourd'hui, finalement, les consultations, ce qu'a fait ce praticien, il a utilisé son bon sens à ce moment-là. Parfois, c'est ce qui se perd. Il fait un diagnostic qui n'a pas besoin. Il montre bien que si on interroge bien, dans ce type de cas, qui est un des cas les plus fréquents pour les troubles érectiles, il n'y a pas besoin de faire des tas d'examens.
Hein. Alors, il faut en faire lorsque on est médecin, on sait très bien ce qu'il faut faire. Mais je crois qu'il y avait Helvétius en est un cas. C'est-à-dire que là, dans ce cas particulier, cet homme a des érections, et c'est juste quand il est avec cette femme en particulier qu'il n'en a pas. Donc c'est évident que c'est un problème d'imagination. C'est ça, comment vous dites, d'imagination? D'impuissance par imagination. C'est joli, oui, impuissance par imagination. Et oui. Mais c'est encore une fois, c'est fascinant parce que comment on voit des personnes comme ça qui chacun dans leur environnement, donc lui en Angleterre, bien sûr, un autre en France, etc., se poser ces questions, essayer de comprendre le fonctionnement de l'être humain. Et c'est pas simplement le comprendre, parce que ce que lui traduit véritablement en tant que clinicien, en tant que médecin, c'est comment l'améliorer. Oui. C'est extraordinaire de voir ces textes-là. Oui, c'est-à-dire qu'ils font déjà la part de la complexité du psychosomatique. Il y a des choses dont il faut faire attention à l'organisation du corps, ce qui est organique, et puis même l'interaction. Non, mais des deux. moi je trouve que ce qui est terrible, moi je suis pas optimiste comme vous. Moi, ce que je trouve terrible, c'est qu'en 1770, on sait déjà ça, et que en 2023, on n'a pas avancé. Moi, je trouve ça terrible. Ça voudrait dire qu'on n'est pas prêt de libérer vraiment la sexualité. Hein. Franchement, moi, je suis pas très positive. Hein. Ah, mais vous avez raison, Brigitte. Moi, je crois que... et je trouve qu'on recule un peu même, en ce moment. Oh, peut-être pas, mais c'est un modèle. C'est-à-dire que si tous les cliniciens, déjà, avec ce qu'on sait aujourd'hui, avaient cette espèce d'esprit clinique de bien réfléchir, ça marcherait mieux, c'est vrai. Mais c'est ça qu'on a peut-être perdu aujourd'hui. Est-ce que ces personnes créées à l'époque, c'est fou parce que 1770, 1780, des personnes qui écrivent des choses comme ça. Et aujourd'hui, je trouve, c'est un avis qui n'engage que moi. Je ne sais pas si vous le partagez. Nous, en France, on coupait les têtes. Alors. Oui, à ce moment-là. Par contre, en plus, si elles étaient bien faites, c'était regrettable à ce moment-là. Il ne pouvait pas étendre leurs pensées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que, en tant que praticien, je ne sais pas ce que vous en penserez de votre côté, mais on a aujourd'hui trop peu de praticiens qui me prennent le temps de lire et d'aller chercher. Bien sûr. Et d'aller voir dans les écrits parfois très anciens, qui pouvaient être plein de bon sens. Nous, on en reste au dernier bouquin qui est sorti, qu'on va trouver à la FNAC. Peut-être. Écrit par un influenceur. No comment. Voilà, no comment. D'accord avec vous. D'accord, tout à fait d'accord. Bon, on est tous les trois tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Philippe, de ce passage dans le 18e siècle. Mais revenez dans le 21e siècle la semaine prochaine, s'il vous plaît. Oui, on sera ravis de vous accueillir en studio. Merci beaucoup, Philippe. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de cette merveilleuse bande dessinée, L'incroyable histoire du sexe, aux éditions Les Arènes. Bonjour, Leslie. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Wow, quel dynamisme dans votre voix, ça fait plaisir à entendre, ça fait plaisir. Avec un petit accent du Sud en plus. Oui, mais nous aussi on a le soleil en ce moment. Ça va. Il le faut. Ça y est, il est enfin là. Alors, première question, Leslie, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à un homme qui a une panne d'imagination, ou enfin en tout cas une panne d'érection, pour parler clairement? Alors, pour être honnête, non, jamais. Ah bah voilà, avec la voix que vous avez, qu'est-ce que vous voulez? Vous les tenez haut, hein? Ça doit être ça, hein? Je vois pas d'autre explication. J'ai une petite vingtaine d'années, donc peut-être que ça fait la différence aussi par rapport à mon peu de relations. Oui, et puis vous avez pour l'instant des hommes jeunes. Aussi, oui. Je ne ferai aucun autre commentaire, hein, tout le monde a compris. Bon, et deuxième question. Bah tiens, puisque vous êtes jeune, est-ce que c'était bien votre première fois? Alors, bien dans le sens découverte, oui. Par rapport à ce que je connais maintenant, je vois la différence quand même. C'est mieux maintenant? Oui, largement. Oh. Et ben vous verrez comment ce sera mieux encore dans 20 ans. Encore plus tard, c'est vrai. Et ben voilà. Et puis, dernière question, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, Leslie? Alors, les yeux. Les yeux, ça c'est toujours ce qu'on Et répond après, les je descends femmes. sur les mains. Voilà, les yeux et les mains. Mais voilà. c'est incroyable, c'est toujours ce que disent les femmes. Mais vous regardez pas les fesses des hommes, vous regardez pas leur torse, vous regardez pas comment ils ont l'air d'être foutus, Leslie? Alors, il faudrait avoir la chance de les voir dans d'autres conditions. Je pense que vraiment, dans la condition réelle de se balader dans la rue ou d'avoir un collègue, c'est les mains et les yeux qu'on voit. Alors, les fesses, on pourrait, mais il faudrait qu'ils soient dans qu'on les voit de dos, avant de les voir de face. Enfin, voilà, il faudrait des dispositions particulières. D'accord. Eh bien, vous pouvez poser une question à Fabrice Bach, il vous écoute. Bonjour, du coup, Fabrice. Bonjour. Après
après, voilà, une petite question, on va dire, complémentaire, puisque je sais que vous parliez de la sexualité en pleine conscience et l'amour sacré, comme on me l'a si bien résumé. Alors pour moi, l'amour sacré, c'est, on va dire, se dédier à un seul et même être qu'on pourrait élever sur un piédestal. Et je voulais avoir votre conception de l'amour sacré. Alors, c'est intéressant parce que, effectivement, destiné à un seul être, je pense que oui. Moi, j'associe avec ce que vous évoquez avec la notion du polyamour ou du fait d'être dans différentes relations. Je pense que pour une bonne qualité d'une relation intime et sexuelle, on se dédie à quelqu'un, bien entendu, avec qui, ça ne s'improvise pas. On ne peut pas se diviser en 5 ou 6 et aller chercher 5 ou 6 personnes ou 2 ou 3 personnes, des choses certes différentes, mais ce qui restera toujours au fond de soi, c'est une notion de manque. Et j'aurais envie de dire, cette notion, c'est effectivement d'aller vers l'un, vers l'unique, dans la relation intime. Une relation intime se construit, s'élabore dans le temps, dans le partage, on l'a dit maintes et maintes fois, dans la communication, dans la découverte de l'autre. On ne peut pas se donner dans la semaine à 3 personnes différentes, ça n'a pas de sens. Donc il y a effectivement quelque part une dimension d'exclusivité qui est présente. Maintenant, j'aurais envie de dire, quand effectivement cette dimension d'exclusivité a pu se mettre en place, et si jamais il y avait déception, là c'est autre chose qui va se présenter. Mais attention de ne pas trop aller dans l'idéal non plus. Tout à fait. C'est peut-être ce que j'entends un petit peu en sous-texte, Leslie. Et c'est là, effectivement, sur Jean-Brigitte, il faut être vigilant par rapport à des processus idéatoires, ce qu'on appelle donc une sorte d'idéalisation ou de l'autre, ou du rapport, etc. La dimension, à un moment donné, de la sexualité sacrée, c'est de se déconnecter de ça. L'idée, c'est de se faire du bien et de faire du bien à l'autre, de se faire du bien mutuellement, en dehors de toute notion de performance, d'exigence, il faut qu'on atteigne tel point, que ça se passe de telle ou telle façon. Et sortir aussi, par exemple, par rapport à cela, de la tentation d'une sexualité égalitariste. Ce qu'elle me fait, je lui fais, on se le fait mutuellement et ça va être bien. Non, c'est pas ça. C'est vraiment la découverte de l'autre. Et toujours aller vers la découverte de ce que je ne connais pas et de ce dont l'autre est porteur. Voilà la réponse de Fabrice Bach. Merci beaucoup, Leslie, en tout cas, de cet échange. Et on fait une petite pause, on retrouve Aurore dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fabrice Bach est avec nous et nous évoquons la sexualité sacrée avec Aurore. J'adore ce prénom. Bonjour Aurore. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. C'est vrai que j'aime bien votre prénom. Alors, allez-y, dites-nous, qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter, Aurore ? Moi, j'avais envie de vous raconter mon histoire avec une personne que j'ai connue quand j'étais très jeune. Enfin, très jeune, j'avais 20 ans passés. Et cet homme, qui avait une dizaine d'années de plus que moi, m'idéalisait tellement, il m'a tellement mis sur un piédestal, que la première fois qu'on a eu des relations sexuelles, il a été éjaculateur précoce. Et que les autres fois, c'était très difficile parce que il me mettait tellement sur un plan qui n'était pas physique qu'en fait, il n'arrivait pas à se laisser aller. Oui. Alors c'est peut-être ça, et c'est peut-être aussi parce que c'est un homme qui de toute façon mettait les femmes en général un peu par rapport à sa propre histoire. Hein. C'est possible, mais c'était un homme qui était quand même déjà père de famille, qui avait déjà 2 enfants. Donc ça, vous savez, c'est pas parce qu'on est parent que... 2 fois. Oui. Le fait d'être parent n'implique pas forcément une qualité de vie sexuelle. Non. Ça implique le fait d'être dans une dimension parentale et d'avoir des enfants. Ou d'élévation spirituelle. Sinon, ça se saurait. Hein. Tous les enfants seraient bien élevés. C'est clair. Mais c'est quand même une personne donc, que j'ai retrouvée une 30aine d'années après. Oui, ça c'est intéressant. Et alors, il avait grandi, cet homme ? Et je pense qu'il n'avait pas grandi parce qu'en fait, il m'a reproché et on n'arrivait pas à avoir des relations... Il bandait plus, là. C'est ça. On n'arrivait pas à avoir des relations sexuelles satisfaisantes parce qu'il me reprochait d'avoir eu des relations
avec d'autres personnes pendant ces 30 ans. Ah bah oui, c'est pas bien ça, Aurore. Enfin, franchement, vous auriez pu l'attendre pendant 30 ans. J'aurais pu rentrer dans les ordres. Voilà, il y a des monastères qui sont pas mal. C'est ça. Peu particuliers. Et en fait, c'est quelqu'un qui vit avec sa femme depuis une quarantaine d'années et qui n'a plus de relation sexuelle avec elle depuis quasiment 20 ans. Mais c'est de sa faute à elle, j'imagine. C'est pas de sa faute à lui. Oui, c'est ça, c'est sa faute. C'est elle qui n'est pas demandeuse, ouais. C'est ça. Ben oui, mais il n'a qu'à pas rester avec elle. Hein. Non, mais justement, et en fait, il n'arrive pas à être avec moi parce que il a des problèmes d'érection, puisque en fait, chaque fois, il me dit, moi, ce que je veux, c'est être le meilleur, être le seul, l'unique, le plus fort. Je dis, il fallait pas qu'on se revoie à 50 ans, alors il fallait qu'on se revoie avant, parce que... Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de le revoir, vous ? Non, c'est le hasard qui nous a fait nous revoir, en fait. Mais moi, j'avais envie de continuer cette histoire qui avait été un peu interrompue par la vie. Et en fait, 30 ans après, il avait la même vision de la femme qui était complètement... tellement idéalisé que je pense que toute sa vie il a eu des problèmes sexuels en fait. Oui, en fait, vous évoquez effectivement la femme idéalisée. Ça, c'est ce qu'il dit. Parce que vous faire le reproche pendant 30 ans d'avoir rencontré d'autres hommes et de ne pas l'avoir attendu, c'est pas forcément l'idéalisation de ce côté-là. Je dirais plutôt c'est un rejet de la femme, parce qu'il vous trouve, il vous pose quelque chose qui est pas entendable. Enfin, logiquement, c'est pas même, je sais pas, je trouve aucun sens, c'est entendable. Et je dirais, on a plutôt là un monsieur qui a une difficulté dans son rapport à la femme, pas tant dans le sens où il l'idéalise, peut-être dans le sens où il la rejette. Et ça, c'est un autre problème. Ah oui, vous voyez les choses autrement alors. Parce que comme par hasard, il est avec une femme et qu'il n'a plus de rapport depuis des années, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas dans ses rapports à la femme. Il a une peur bleue du féminin, à mon avis, cet homme-là. Mais oui, parce qu'il me dit souvent, je veux pas que tu me domines, comme si c'était... Voilà. Et il a eu sûrement une mère avec une grande emprise ou une absence de père. Il a été élevé sans père, oui. Il a été élevé sans père. Oui. Donc il n'a pas pu se construire en tant qu'homme. Et quand on ne peut pas se construire, que ce soit en tant qu'homme ou en tant que femme, on rejette l'autre sexe, puisqu'il nous met en danger, puisqu'on n'a pas pu se construire en tant qu'homme. Ah oui, en fait, c'est pas du tout de l'idéalisation, c'est le contraire. Non, je pense pas. Je pense que parce que si c'était vraiment ça, il y a d'autres choses. Déjà, dans un processus d'idéalisation excessif, ce qu'on va retrouver, c'est que vraiment, vous êtes une déesse, il n'y a jamais une critique qui est portée sur vous. Quoi que vous fassiez, c'est toujours parfait. C'est même d'ailleurs à l'excès, quand on est dans ce registre-là. Il n'y a pas de limites qui sont posées. Dans ce que vous décrivez, c'est absolument pas ça. On est plutôt dans le système inverse. Pose des limites, il y a des choses qui vont pas, il y a des notions de critique, et puis des critiques qui sont pas forcément cohérentes. Je rejoins tout à fait Brigitte, il y a des choses qui n'ont pas été réglées il y a déjà très 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 longtemps, mais ça après c'est son problème personnel. S'il ne veut pas avancer sur ce registre-là, ça n'est pas vous qui allez pouvoir le faire avancer malheureusement. J'ai bien fait de le quitter alors. Oui, je pense que oui. Oui, je pense que là, vous n'auriez réussi à pas grand-chose de toute façon. Mais c'est intéressant de voir que 30 ans après, vous le retrouvez, que vous avez envie de renouer quelque chose. Ça montre que, quelque part, il y a 30 ans, il vous avait quand même séduit. Oui, bien sûr. Moi, j'étais jeune, il avait 10 ans de plus que moi. Je trouvais qu'il avait une prestance que je cherchais. Je cherchais peut-être un peu mon père aussi, quelque part. Et peut-être que ça vous a touché d'être comme ça, a priori idéalisé. Certainement. Quand on est jeune, je pense qu'il y a quelque chose de très intense, surtout de la part d'un homme plus âgé. C'est quelque chose de très grisant, je pense, de très enivrant. Par contre, ce qui est intéressant, ce que vous évoquez, c'est que 30 ans après, il n'a pas bougé d'un iota, quoi. Il est resté dans la même position. Donc il a bien des chaînes qui l'empêchent d'avancer et qui l'empêcheront d'avancer très longtemps. Donc je l'ai quitté. Et je pense que vous avez des choses beaucoup plus riches, plus intéressantes à vivre avec d'autres personnes. Oui. Et justement, je m'interrogeais... ce qu'était exactement le tantra, savoir si c'était quelque chose d'intellectuel ou de sensuel. Il faut rester à l'écoute. On en parle dans la deuxième heure avec Claire Delis, justement, qui va nous parler du tantra. Et justement, ce sera intéressant de voir ce qu'elle nous dit entre la différence entre la sexualité sacrée et le tantra. Il y a plusieurs écoles, de toute façon, mais on va laisser un peu de suspense et vous en saurez plus, Aurore. Mais en tout cas, visiblement, ça
ça vous intéresse. Mais c'est vrai que la femme est souvent un peu mise en valeur dans le tantra, donc ça devrait vous plaire, Aurore. Eh bien, de tout ça, on parle dans la deuxième heure et on continue bien sûr à écouter vos témoignages au 0826 300 300. Mais tout de suite, je vous propose une petite devinette. Bon, de temps en temps, j'aime bien retrouver des petites blagounettes qui plaisent aux hommes. Pourquoi ne faut-il pas essayer de contredire sa femme, Fabrice Bach? Vous avez le temps des infos pour nous donner la réponse. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Fabrice Bach, psychothérapeute. On évoque la sexualité sacrée, le slow sex, le tantra. Avec vous au 0826 300 300 et avec Jason dans un instant. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. Pourquoi il ne faut pas essayer de contredire sa femme? Je sais pas, pour éviter de dormir sur le balcon. Mais non, parce qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis, c'est tout. Bonjour Jason. Bonjour Jason. Bonjour. Oui, bonjour bonjour Fabrice et bonjour Brigitte. C'est bon, on vous attend, allez-y. Ravi de pouvoir vous avoir. Merci à vous de témoigner. Donc ça vous intéresse, donc sexualité sacrée, tantra, etc. Tout à fait. Alors moi j'ai failli faire une formation dans tantra il y a quelques années. Alors je l'ai pas faite parce que la seule qui m'intéressait vraiment coûtait excessivement cher. Mais c'est pour moi la seule qui était vraiment qualitative. Donc j'ai pas fermé la porte, mais voilà, je sais qu'un jour j'y retournerai certainement. Alors pourquoi la sexualité sacrée? Donc moi j'évolue dans le monde de l'énergétique depuis maintenant quasiment, je dirais, une bonne dizaine d'années. C'est quoi le monde énergétique? Alors moi j'ai commencé vraiment en Reiki tout au départ. Donc au niveau mais bon, j'ai trouvé qu'il y avait trop de croyances, trop d'idées reçues là-dessus. Donc j'ai vraiment essayé de le simplifier au maximum pour le rendre accessible à tout un chacun, mais sans ésotérisme ni tout ce qu'il y a autour. C'est intéressant parce que, excusez-moi, je vous coupe, mais on vous redonne la parole, Jason. Fabrice Bach, c'est vrai qu'il y a énormément de courants qui sont, justement, des ouvertures vers ce que j'aime bien appeler l'écologie relationnelle. Et puis, il y a, comme toujours, il y a de tout. Il y a des choses très intéressantes, et puis il y a des gourous. Bien sûr, il y a des dérives ensuite qui peuvent être présentes. Et la différence, effectivement, qui peut se poser entre les deux, ça aussi c'est intéressant pour les auditeurs qui sont intéressés par ces courants-là, ça va être le référentiel épistémologique, théorique et cohérent. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui ne se pose pas comme étant une personne sachant qui va vous dire ce que vous devez faire. Là, on commence à glisser dans des croyances qui peuvent être problématiques, une emprise d'une personne sur d'autres. De l'autre côté, on a des personnes qui viennent, de par leur propre réflexion, alimenter la vôtre. Et là, ça devient intéressant. Mais moi, je sais que pour l'avoir vécu, il m'est arrivé parfois d'inviter des personnes que je pensais être cohérentes entre ce qu'elles enseignent et ce qu'elles sont, et puis de me rendre compte que non, et donc je ne les invite plus. Mais c'est pas toujours facile de savoir à qui on a affaire. Malheureusement, c'est souvent en pratiquant, qu'on va se rendre compte des incohérences. Mais c'est très important d'en prendre conscience. Et pas se dire simplement, et d'utiliser son esprit critique, et pas simplement se dire, puisque les autres adhèrent, moi aussi je vais adhérer. Toujours avoir cet esprit critique de qu'est-ce qui est dit, est-ce qu'effectivement une pensée cohérente est expliquée, explicable, justifiable, et ça n'est pas de la croyance. C'est ça la différence entre les deux. Dans la croyance, on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande d'adhérer. Et on vous redonne la parole, Jason, excusez-nous. Oui, alors là je suis totalement en accord avec ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formateurs qui rentrent dans l'énergétique, et si on n'adhère pas à leurs idées ou à ce qu'ils enseignent, c'est pas bon. Alors qu'en fait, moi tous ceux que j'ai pu former là-dedans, je leur ai dit écoutez-vous, n'écoutez pas ce que moi je dis, c'est écoutez votre corps et suivez ce que ça. Oui, dès que vous avez entre guillemets un maître qui n'accepte pas la contradiction, quelque part il faut partir, il faut fuir. C'est exactement, mais totalement vrai. Et c'est vrai que, alors pour revenir du coup, rebondir sur la sexualité, c'est que quand on peut être avec quelqu'un ou aller avec quelqu'un, je dirais, qui est déjà ouvert à tout ce monde-là, je dirais l'échange qui se passe pendant la relation est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. Parce que là, du coup, on est vraiment à l'écoute complètement de son corps, de tout ce qui peut se passer, de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est super intéressant. C'est pas juste, pardonnez-moi. Mais on peut aussi, je sais pas ce que vous en pensez, Jason, mais on peut aussi aider l'autre à justement à se libérer et à évoluer vers un petit peu plus de ça.
Tout à fait. Alors quelqu'un qui est ouvert à ça, c'est super intéressant parce on avance en fait avec lui. Et plus il commence à faire l'amour ou à coucher avec quelqu'un en s'écoutant, en regardant un peu ce qui se passe autour, pas juste dans la partie sexuelle ou dans son corps, ça devient passionnant. Mais voilà, exactement, on peut tout à fait s'ouvrir à ça et sensibiliser les personnes avec qui on va aller à ce genre de choses. Et là, pour moi, ça devient magique. Et je pense que c'est ce qui est intéressant, ce que vous évoquez, c'est vraiment est-ce qu'il faut être guide ou pas, en fait, par rapport à l'autre. Et je crois qu'en psychologie, il y a un concept, qu'on parle de zone proximale de développement. On peut tout à fait transférer ce concept dans une relation intime à l'autre. Si l'autre est complètement novice et vous devez tout lui apprendre, il faut intégrer qu'à ce moment-là, attention à ce qui va se présenter. Si ça n'est pas une position que vous recherchez, si vous êtes trop éloigné, si la personne n'est pas totalement ouverte au niveau auquel vous avez déjà accès, la relation ne sera peut-être pas aussi épanouissante que ça. Donc c'est très important de comprendre. Et comment on comprend ? En discutant aussi avec l'autre, encore une fois. Où est-ce qu'il en est, comment il se représente les choses, comment il adhère, ou il élabore. Après, vous avez des personnes qui peuvent être très intéressées, qui sont déjà ouvertes. Donc il y a déjà une processus d'évolution. Ça pose évidemment la question de l'emprise. Je crois, si en effet on a envie d'aider l'autre, si on a envie de l'initier à quelque chose, si c'est dans le but d'une générosité, et puis d'une ouverture, très bien. Si c'est dans le but de dire, comme ça, au moins, je vais avoir de l'emprise sur lui, il va être dépendant de moi et je vais garder le pouvoir, c'est pas tout à fait de la sexualité sacrée. Et c'est le plus gros risque qui est présent quand à un moment donné on peut se retrouver dans une position de guide. Finalement, est-ce que je le guide vers ma sexualité, vers ce que moi j'apprécie, ou est-ce que je amène l'autre à se découvrir ? Parfois la frontière est très infime, il faut être extrêmement clair avec soi-même pour pouvoir tenir cette position-là. Tout à fait vrai. Oui, donc vous préférez, visiblement, rencontrer des femmes qui sont dans cette ouverture-là déjà, pour justement ne pas vous retrouver comme une sorte de maître qui serait un petit peu avec quelqu'un de dépendant. Moi, ma compagne, j'ai n'est que très peu ouverte à ça. Alors au départ, elle n'y croyait pas du tout. Aujourd'hui, avec le temps, elle croit à l'énergétique. Par contre, j'en suis pas encore arrivé à ce point où on peut faire l'amour dans ce mode-là. Un jour, je sais que ça viendra, mais ça fait déjà 6 ans qu'on est ensemble. Ouais. Elle a déjà énormément évolué, mais je sais qu'il faudra encore quelques années pour qu'on arrive à ce point-là. Mais ce serait quoi faire l'amour sur le plan énergétique qu'elle soit à l'écoute de ses chakras, qu'elle soit à l'écoute de tout ce qui se passe autour d'elle. Pas juste la partie sexuelle, en fait. Déjà, est-ce qu'elle est bien dans son corps ? Est-ce qu'elle est bien avec son corps ? Alors aujourd'hui, oui. Oui, tout à fait. Parce que là, elle a vraiment... Enfin, moi, je l'ai vraiment appris à s'écouter elle, pas m'écouter moi, mais s'écouter elle. Même dans sa réflexion quotidienne, c'est pas ce que je lui dis, c'est écoute ton corps, qu'est-ce qu'il te dit ? Pas juste ce que moi je dis, moi c'est voilà ça. Mais toi, écoute, moi je dirais plutôt ressens ce qui se passe dans ton corps que d'écouter. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Ouais. Et voilà, c'est vraiment c'est pas écouter l'autre en fait, c'est vraiment ressentir qu'est-ce qui se passe en moi. Et à partir de là, on commence à évoluer. Mais ça prend du temps. C'est pas. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, je dirais, à arriver où je suis aujourd'hui. Donc, je peux pas imposer ça à ma compagne. C'est impossible. De toute façon, il faut surtout pas imposer quoi que ce soit. C'est pas comme ça que ça marche. Exactement. Oui. Là, je dirais dans le mur. Ça sert à rien. Mais elle est peut-être beaucoup plus jeune que vous. Oui, tout à fait. Elle a 28 ans. Moi, j'en ai 47. Enfin, 46, pardon. Voilà. Donc, en fait, vous avez une âme de Pygmalion, Jason. Un petit peu. Mais attendez, c'est bien. Et puis elle est contente. Elle a trouvé aussi c'est des relations qui peuvent très très bien fonctionner. Mais c'est intéressant ce que vous disiez, Brigitte. C'est effectivement la différence entre le guide et le maître. Le maître en fait impose quelque chose à l'autre et le disciple n'a qu'à suivre. Le guide ouvre la voie et le guide sait qu'à un moment donné, l'élève va le dépasser. Et c'est ça la nuance entre les deux. Pas forcément, l'élève ne dépasse pas forcément, mais en tout cas, l'élève va s'élever. Exactement. Mais j'aime bien, c'est ce que me disait Patrick Daquet l'autre jour, qui est chaman, et moi je trouve que le chamanisme, en ce moment, c'est un truc qui devient très à la mode, et il me disait, et j'ai trouvé ça très intelligent, et qui montre
bien que c'est un vrai chaman et pas un gourou, il me disait j'aime pas que le chamanisme devienne à la mode parce que du coup il y a des dogmes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, chacun va trouver sa manière de faire du chamanisme, comme chacun va trouver sa manière de faire du sexe sacré, du tantra ou du slow sex. Non, vous êtes d'accord ou pas avec ça? Ah oui, tout à fait, mais complètement. Attention à ces dogmes qui commencent à émerger, à être érigés, parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, et là on glisse sur une position gourouesque, je détiens une vérité, je vous la transmets, vous allez la suivre. Et on ne discute pas. Non, surtout pas. Vous êtes d'accord, Jason, ou pas? Ah, mais totalement. Bon, vous êtes toujours d'accord avec moi, quoi. Vous avez peur que je vous coupe la parole et que... Non, non, je sais que tu es très ouverte là-dessus, donc il n'y a pas de problème. Mais non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on rencontre tellement souvent, même dans le milieu des formations. Si on n'adhère pas exactement à ce qui est enseigné, c'est pas bon, c'est ci, c'est là, c'est... Non, il n'y a pas une vérité universelle. Et je dirais, moi, voilà, on peut transmettre, je dirais, une méthode. Mais après, la méthode, c'est celui à qui on la transmet qui va faire sa propre méthode. Mais est-ce que c'est pas, je sais pas, là, je pose une question, hein, c'est ce qui me vient comme ça. Est-ce que c'est pas parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de crispation, de peur, que finalement on veut imposer sa vision? On le voit notamment dans les débats politiques, où finalement on n'écoute même plus l'autre parce que ça pourrait mettre en doute nos certitudes, non? Ça, oui. Oui, pardon, Elvis, pardon. Il y a un élément qui est intéressant, Brigitte, par rapport à ce que vous évoquez, parce qu'on rentre dans une société qui est de plus en plus effectivement dogmatique, et ce qu'on constate en parallèle sur un autre registre, c'est qu'on constate une dégradation sociétale des fonctions cognitives et de la capacité à se décentrer, à analyser, à comprendre. Et donc quand ces éléments se dégradent sur le plan cognitif, sur le plan logique, qu'est-ce qui reste derrière? Les dogmes. Parce qu'on les prend tels quels et on les pérennise, on ne se pose pas de questions. Mais pas parce qu'on ne veut pas se les poser, c'est que malheureusement on n'est même plus en mesure de se les poser. Et là ça peut devenir très grave. C'est assez grave, oui. Tout à fait. C'est assez grave. Allez-y Jason, je crois que vous vouliez dire quelque chose, oui. Oui, en fait j'ai un peu l'impression effectivement dans ce qui se passe, c'est qu'on est presque dans une religion, j'ai envie de dire New Age. Et en fait on doit adhérer au dogme, en fait à la façon de faire, pour être dans le moule, pour être vraiment dans l'esprit, je dirais, de penser selon le maître. Voilà. Oui, mais il y a des choses, par exemple, moi, il y a un truc qui m'agace un petit peu, qui est très à la mode, c'est la pensée positive. Si c'était si simple, on serait tous optimistes, mais non, la pensée positive, je suis désolée, il y a des moments où on ne peut pas être dans la pensée positive. C'est un courant, là, actuellement, qui m'agace un peu. La pleine conscience, je suis pas très fan non plus. Non, puis la pleine conscience, ça n'est que la réactualisation d'éléments de relaxation, de détente qui étaient déjà utilisés sur les Égyptiens. Oui, ça va, quoi. On n'a rien inventé. On matine ça de neurosciences cognitives, etc., pour donner un côté plus scientifique. Attention, je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif, mais attention à ce qu'on en fait. On en fait là aussi des dogmes, des vérités toutes faites. Si on a ça, ça va bien aller. C'est un outil qui peut permettre à certaines personnes de se sentir mieux. Et puis, il n'y a qu'à se relaxer, il n'y a qu'à, et tout va aller bien. Non, c'est un peu plus compliqué. C'est très compliqué d'être humain. Oui, et soyons un peu plus humbles. Merci Jason, en tout cas, de cet échange. Merci beaucoup. Et puis, comme tous les vendredis, dans un instant, nous allons rêver. – 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fabrice Bach, le vendredi, on rêve, on écoute le rêve d'un auditeur, et en l'occurrence aujourd'hui d'une auditrice, Pascal, qui est avec nous, et on va essayer comme ça, un peu simplement, de donner quelques pistes. Bonjour Pascal. Bonjour Brigitte, bonjour Fabrice. Bonjour. Merci d'être avec nous Pascal. Alors racontez-nous votre rêve. Il y a quelques jours, j'ai rêvé d'un tsunami. Alors, j'étais dans mon appartement, dans une des pièces de mon appartement. Dans lequel vous êtes actuellement, hein ? Dans lequel je suis actuellement. Et le reste de ma famille, il y avait même plus de gens que dans ma famille actuelle. C'est un peu bizarre, mais c'était ma famille. Ouais. Ils étaient dans une autre pièce et sous une bâche. Je sais pas pourquoi une bâche. Et dans mon esprit, c'était OK. Ils étaient comme protégés. Et moi, je suis dans cette pièce de l'appartement et par la fenêtre, je vois une vague, mais immense, immense, immense. Et je me dis, oh là là, on n'y réchappera pas. Là, c'est sûr, on va y passer. Et la vague arrive, elle passe.
Alors, je ne me souviens pas de sensation de souffrance ou de frayeur extrême. Je ne me rappelle pas de ça. Je me souviens que ça passe et que ensuite, je parle avec des personnes, entre guillemets des anonymes, peut-être des voisins, qui me disent « Ah oui, alors, t'as vécu ça ? Oui, j'ai vécu ça. Bon, j'en suis réchappée, quoi. » Et ah bon, alors toi dans quel bâtiment tu es ? Ben moi je suis dans tel bâtiment. Ah bon, parce que ceux de tel bâtiment n'ont pas survécu. Enfin voilà, il y avait quelque chose comme ça. Et dans la continuité du rêve, je marche avec une de mes anciennes collègues, qui n'est plus là actuellement, que j'apprécie énormément. Quand vous dites qu'il n'est plus là, qui n'est pas décédée. Elle n'est pas décédée, non, elle est à la retraite en fait. Mm-hmm. Voilà. Et je sais que c'est elle n'a plus du tout la même morphologie, elle est brune alors qu'en fait elle est blonde. Dans mon rêve elle est brune, mais je sais que c'est elle. Et on parle et voilà, et on se quitte, on se dit au revoir. Et je sais pas, c'était assez surprenant parce que d'un côté c'était hyper effrayant quand je vois arriver cette vague immense où je me dis voilà, on va vraiment, on va peut-être mourir quoi. Et au final, c'est comme si, non, on meurt pas. En tout cas, moi, j'en réchappe. Je ne me souviens pas que j'étais inquiète pour les membres de ma famille, donc c'est que tout est OK. Et ça m'a un petit peu... je m'en suis rappelée, je l'ai même réécrit pour m'en souvenir. Oui, et puis si vous avez envie de nous en parler, c'est que ce rêve, quelque part, signifie beaucoup de choses pour vous. Vous savez, moi, comme ça, il y a quelque chose qui me vient. D'abord, une vague, c'est quelque chose qui arrive et qui repart, mais qui repart souvent avec de l'écume, avec quelque chose. Peut-être que ce rêve vous indique qu'on peut mourir à soi-même pour renaître à quelque chose d'autre. Ouais. Ben, vous savez... Parce que votre collègue, quelque part, elle est blonde, mais dans votre rêve, elle est brune. Donc, et je pense que ce rêve vous indique qu'il est peut-être temps de ne pas attendre la retraite pour devenir quelqu'un d'autre. Ah ouais. Vous faites une analyse percutante. Parce que je suis en plein boulot là-dessus, en fait. Et ben voilà, donc votre rêve, il est plutôt positif, puisque vous pouvez devenir quelqu'un d'autre sans que votre famille soit en danger. C'est c'est vraiment percutant ce que vous dites. Enfin, attendez, moi c'est ce que je dis, mais si ça vous parle, c'est que c'est bon. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas bon. Attention, c'est pas moi qui interprète votre rêve, c'est vous. Mais je vous donne. C'est mon désir, donc ça tombe bien. En tout cas, ça vous parle. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabrice Bach ? Ah oui, mais complètement. Dans ce rêve, dans ce qui est décrit, il y a une notion de changement, de transformation, de peur aussi de cette transformation par rapport à tout un environnement, sous une bâche qui va rester tel qu'il est. Est-ce qu'ils vont accepter ou pas cette transformation ? Enfin, oui, on est exactement dans ce processus-là. Et donc, c'est un travail intérieur que vous faites qui rétroagit dans vos rêves, bien entendu, puisque je pense que ça ne doit pas être une petite transformation, c'est quelque chose qui va être assez important, qui va peut-être vous amener en plus à être en rupture avec certaines représentations familiales, certains éléments qui ont été posés pour vous faire exister vous-même aujourd'hui différemment. Parce qu'un tsunami, ça fait peur, quand même, Pascal, de toute façon. Absolument. Donc il y a des peurs qui vous empêchent de... Oui. Mais en même temps, vous sentez bien qu'il y a ça remue à l'intérieur. Et comme vous avez parlé de l'eau, vous avez dit qu'il y avait souvent de l'eau dans vos rêves. Oui. Je pense qu'un petit travail sur qui était maman et qui je veux être moi en tant que femme et m'éloigner un peu de l'image de maman, ça peut peut-être être un petit travail intéressant pour vous. D'accord, oui, l'eau comme le liquide amniotique dans lequel on baigne, c'est ça ? L'eau, c'est symboliquement plutôt la mère que le père. D'accord. Ouais. C'est intéressant en tout cas. J'avais fait un rêve aussi de tsunami il y a quelques mois de ça, mais il était loin. Et il était dans un pays étranger. C'est étonnant, je le voyais de loin et je me disais non, moi ça m'arrivera pas. Vous voyez, c'était... Et j'y repense à cette histoire d'eau, parce que je rêve souvent d'eau. Je rêve de l'eau sale dans ma maison, puis je nettoie l'eau sale de ma maison. Je fais tout le temps, j'enlève. Et pour moi, c'était plus la représentation des émotions. Pour moi, l'eau, ça signifiait plus les émotions. Oui, bien sûr, vous avez raison. Par exemple, la coupe dans le tarot, c'est l'émotion. Mais quel est l'être qui a le plus d'émotions ? C'est la femme ou c'est l'homme ? La femme. Oui. Pour moi, oui. Donc, vous voyez, on revient toujours à la notion de... Mais je crois que oui, c'est vraiment ça. Vous êtes en pleine transformation et vous allez mourir pour renaître et laisser la femme
de désir qui est en vous émerger. Et puis, votre famille, je pense qu'elle ne le vivra pas si mal que ça, puisqu'elle s'en sort pas si mal, malgré tout. Mais il ne faudra peut-être pas tout leur dire, puisqu'il y a quand même une bâche au-dessus. Oui, un petit secret, une protection un peu cachée. Voilà, c'est pas la peine de tout raconter non plus, me semble-t-il. Ouais, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Ouais, mais je pense effectivement, quand on rentre quand même dans un processus de changement, naturellement, on est fléché et tracé par nos parents, par notre histoire familiale, par tout un ensemble, d'ailleurs, pour aller sur une voie. Puis un jour, on peut se découvrir que cette voie n'est pas celle qui nous convient, ou pas totalement. Et ça va activer, et Brigitte, vous l'évoquiez très bien, toute une notion d'angoisse, d'inquiétude, puisque au-delà de la projection, il y a une personne... Des vagues à l'âme. Voilà, ça fait. Et il y a souvent un des parents qui est plus porteur de cette projection, et on peut avoir peur de lui déplaire. Et je vous rejoins, quand on est dans un processus de changement et d'élaboration qui vise aussi parfois à être en position de rupture avec certaines choses, on construit, on élabore, on se lance dedans avant d'en parler. Pourquoi ? Parce que les réactions en face peuvent être aussi quelque peu négatives, pas parce qu'on veut vous freiner, simplement parce que si, vous allez faire peur. Faire peur dans un changement que les autres peuvent ne pas comprendre. Qu'est-ce qui vous prend d'un seul coup ? Or, c'est quelque chose que vous ressentez intérieurement et très profondément. Donc on le construit, on l'élabore, on commence à le mettre en œuvre avant de pouvoir en parler, parce que là, on va être suffisamment solide pour justement, parfois résister à certaines remarques ou certaines critiques qui pourraient être présentes. Ah oui. D'ailleurs, j'en parle pas du tout. C'est pas plus mal. Et puis, autre chose importante à dire pour vous, mais aussi pour tous ceux qui nous écoutent, en règle générale, votre collègue dans votre rêve, c'est vous. Donc peut-être qu'il y a quelque chose dans cette collègue qui vous parle et à qui vous aimeriez bien ressembler. Enfin, en tout cas, ça serait intéressant de travailler aussi là-dessus. Mais très souvent dans les rêves, quand il y a une autre femme, c'est nous-mêmes. D'accord, mais le fait que vous disiez ça, effectivement, ça me parle et j'ai tout de suite la réponse. Eh bien, tant mieux. On est là pour ça. Au travail, Pascal, au travail. Merci. On fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil et on se retrouve avec Claire Delis qui va nous expliquer en quoi consiste le Tantra. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Fabrice Bach, on va parler de l'esclave sexuel. Alors ça n'a rien à voir avec le sexe sacré, mais quoique quand même, parce qu'on a beaucoup parlé des sens, des 5 sens, du corps. Et c'est un jeu justement qui va permettre à l'autre de découvrir des sensations nouvelles. Parce que lorsque l'un est complètement soumis, qui a les yeux bandés, les mains attachées au-dessus de la tête, mais pas derrière, parce que sinon on se sent pas bien au niveau des épaules, eh bien on peut, entre guillemets, abuser du corps de son esclave pendant quelques temps. En général, je conseille de mettre un petit réveil, que ça dure pas trop longtemps, parce que ça peut créer un petit moment d'angoisse, disons, 10 minutes. Et donc, vous allez explorer la peau avec vos doigts, votre langue, et vous allez dans toutes les parties du corps. Et comme ça, celui qui est donc l'esclave va être obligé d'être dans le ressenti du corps, puisque de toute façon, il peut rien faire d'autre que subir, si je puis dire, ce que son partenaire va lui faire. Et donc, l'esclave va expérimenter la passivité totale, et le fait de devenir totalement objet va faire qu'on est obligé d'être, entre guillemets, à l'intérieur de soi. Et donc on va ressentir des choses différentes qui peuvent parfois même d'ailleurs être assez angoissantes, et à ce moment-là on a le droit de dire stop si vraiment il y a quelque chose qui vraiment monte de cet ordre-là. Et puis on peut inverser les rôles évidemment, Alors je rappelle que ce jeu est réservé à des couples qui s'entendent bien, parce que c'est vrai que quand on attache l'autre, il faut être sûr qu'on puisse se faire confiance mutuellement. Et on ne fait pas ça avec un inconnu, par exemple. Oui, on évite. Mais j'adhère tout à fait à ce que vous dites. C'est un jeu érotique qui peut exister, qui peut être justement très stimulant. Et vous l'avez très bien décrit, pour se centrer sur ses émotions, pour celui qui est soumis, qui est attaché à ce moment-là. Mais ça demande au préalable une totale confiance dans la personne, dans la cohérence. Et ça demande aussi quelque chose de très intéressant. C'est pour celui qui va être dans la position dominante et de contrôle,
d'être très à l'écoute des réactions de son partenaire et d'observer justement. Donc l'un est centré sur lui, donc celui qui est attaché sur ses sensations, et l'autre observe en fonction de ce qu'il lui fait les réactions. Et ça peut devenir un jeu érotique très intense. Par contre, c'est très important d'avoir une cohérence de lieu, d'espace et de temps. Et vous le disiez très bien, selon un temps donné, parce que sans quoi ça démarre. Et ça peut être très long, 10 minutes. Hein. Ah oui, ça peut être très très long. Puis ça peut très bien démarrer. Puis à un moment donné, une sensation anxiogène qui peut arriver, qui n'a surtout pas sa place. Puis aussi un lieu entre guillemets spécifique. On va pas faire ça n'importe où non plus. Ça, il faut sécuriser en fait cet élément-là. Et quand c'est le cas, moi j'ai des patients effectivement qui ont expérimenté ce genre de jeu. Ça peut être très épanouissant, ponctuellement, à vivre, et qu'on peut, là aussi très intéressant, vous évoquez cette réciprocité. On peut changer de position et jouer ensemble, et ça rentre dans le contexte des jeux érotiques qui font partie de la sexualité, et justement qui visent à apprendre à découvrir l'autre, à découvrir ce qu'on peut lui faire et ce qu'il peut ressentir, en total respect. Et c'est le moment d'accueillir Claire Delis qui nous a rejoint. Claire Delis, vous êtes l'autrice de ce livre qui sort le 11 mai, donc la semaine prochaine, Le couple tantrique aux éditions de la Musardine dans la collection Psychologue. Alors, pourquoi je vous ai invité aujourd'hui, Claire Delis, c'est parce qu'on en faisait une émission sur le sexe sacré et on parle souvent du tantra quand on parle de sexe sacré, de slow sex. Est-ce que c'est la même chose? Quelles seraient les différences? Bonjour Brigitte, toujours Fabrice. Écoutez, le tantra. Alors justement, j'ai réfléchi un petit peu à la question, puisque le tantra, ça rétablit le sacré dans la sexualité. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais le tantra ne se limite pas à la sexualité. C'est peut-être là où il y aura une différence entre la sexualité sacrée et le tantra. C'est que le tantra, c'est tout un ensemble de pratiques, si je peux dire, qui va du massage au yoga, en passant par la méditation et tout un travail intérieur, et ça ne se limite pas à la sexualité. Donc c'est peut-être la différence que je ferai, mais en tout cas, on va rétablir le sacré dans la dimension sexuelle. D'accord, donc ce serait, si je puis dire, le niveau au-dessus de la sexualité sacrée, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire de la sexualité sacrée, tout le monde ne peut pas faire du tantra ? Je ne sais pas si je vais hiérarchiser ça, parce que non, mais... sacré, c'est déjà un très beau terme pour la sexualité. Je ne suis pas sûre qu'on puisse d'ailleurs séparer la sexualité du reste dans un couple. Je ne sais pas si un couple qui s'entend pas du tout toute la journée peut faire la sexualité sacrée et puis tout à coup après ils se disputent tout le temps. Enfin, c'est peut-être possible, mais... Vous en pensez quoi, Fabrice ? Je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Voilà. Donc je pense que ça va aller ensemble, mais le tantra, c'est un chemin initiatique quand même. C'est pas quelque chose ça implique quand même une démarche qui est liée à la spiritualité, enfin relier la dimension sexuelle avec la dimension spirituelle en passant par le cœur, enfin tout un ensemble qui part du corps mais aussi de l'âme et qui relie les différentes facettes de l'individu. Donc pour ma part, je le placerai peut-être au-dessus, mais je ne sais pas si vraiment on peut hiérarchiser. Non, bien sûr, mais disons qu'il y a une dimension supérieure, il n'y a pas que la sexualité, il y a aussi son parcours, son élévation, si je puis dire, spirituelle. Voilà, et c'est un parcours qui peut se pratiquer aussi seul. Le tantra, on peut pratiquer aussi le tantra. Et il existe, vous savez bien qu'il existe aussi 2 voies de tantra. Il y a un tantra blanc qui est sans sexualité et un tantra rouge avec les relations sexuelles. Donc il existe aussi un tantra tibétain qui est sans relations sexuelles. Donc qui englobe la dimension sexuelle mais qui n'inclut pas les relations sexuelles. Ça, c'est le tantra tibétain. Oui. Et est-ce qu'on peut comme ça aller prendre un cours enfin faire un stage, parce qu'il y a de plus en plus en France de stages de tantra, on va pas dire ceux qui sont bien, ceux qui sont pas bien, c'est pas mon rôle, mais est-ce qu'on peut aller... le mien d'ailleurs. non, bien sûr, Claire Delis, mais est-ce qu'on peut aller faire un stage de tantra si on n'a aucune notion ni de sexualité sacrée, ni de spiritualité, et qu'est-ce qu'on va découvrir le premier jour, la première heure Oui, bien sûr, on peut venir. Alors bien sûr qu'il existe différents niveaux dans le tantra et vous avez sûrement des soirées ou des stages plus avancés et d'autres plus pour débutants. Donc tout le monde, je pense, peut aborder la dimension du tantra, l'aborder. Après, rentrer dans ce chemin, ça peut être autre chose, mais tout le monde peut aller
accéder à un stage, un week-end ou je ne sais pas, une soirée, puisque je sais qu'on propose beaucoup de soirées aussi. Mais à ce moment-là, il faut vraiment aller dans des premiers niveaux, si je puis dire, c'est ça? Oui, mais si vous allez déjà commencer par une soirée où il y a aussi des séances privées en tantra, on peut aussi faire des massages tantriques ou faire du tantra en privé. Alors c'est quoi justement un massage tantrique? Vous pouvez poser vos questions aussi, hein, Fabrice, allez-y. Oui, ça serait sympathique. Alors, le massage tantrique, sa spécificité par rapport aux autres massages, c'est qu'il englobe le sexe. D'accord. Et que par contre, dans le massage tantrique, on va pas chercher du tout d'éjaculation. On va pas chercher. Y a pas la finalité n'est pas la jouissance, l'orgasme, oui. Le plaisir, qui est du plaisir dans un massage très bien, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est vraiment d'apprendre à faire circuler l'énergie sexuelle dans le corps, l'énergie de base qui se manifeste par la sexualité, mais qui n'est pas que sexuelle. C'est la libido des Freudiens, si vous préférez. Et cette énergie, on va apprendre à la faire circuler dans le corps de façon à équilibrer les différents centres d'énergie. Mais ça apporte qu'une meilleure santé, un meilleur équilibre, avant tout. Donc on ne va pas chercher à extérioriser son énergie sexuelle, surtout à travers le massage, mais on va chercher vraiment à la faire circuler dans le corps de façon, pas forcément, alors dans la philosophie tantrique, on cherchait à atteindre l'extase spirituelle à travers cette circulation d'énergie. Donc sans aller jusque-là, déjà apprendre à faire circuler son énergie à travers son corps, à travers la respiration, le massage et autres, permet déjà d'avoir une bien meilleure santé et aussi une meilleure approche aussi de l'autre dans le couple. Oui, je veux dire, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que vous décrivez, c'est-à-dire comme ce massage se pratique au sein du couple, c'est, moi ce que j'en traduis, c'est être attentif aux réactions, aux sensations qu'a l'autre et que l'on va s'apporter réciproquement. Donc, parce que c'est une représentation qui renaît de ma part que de dire à ce moment-là, on recrée une sensualité entre les deux partenaires, indépendamment, comme vous le disiez, de la sexualité. Oui, bien sûr, on peut parler de sensualité au sens large. Et bien sûr, l'écoute est spécialement importante, parce que ça, c'est la première étape d'apprendre à écouter l'autre, ce qui est déjà pas très facile dans nos sociétés, où comme vous l'avez dit Brigitte tout à l'heure, parce que j'ai entendu juste la fin, mais vous avez dit que les politiques ne s'écoutaient pas. Donc c'est vrai que l'écoute, c'est quelque chose qui est vraiment une base. Mais après, comme je disais, c'est quand même un apprentissage, le tantra. C'est pas juste écouter l'autre, c'est un apprentissage. Il y a certaines respirations qui favorisent la circulation d'énergie. Il y a certaines postures, etc. Donc, si vous voulez, c'est pas seulement être à l'écoute des sensations de l'autre. C'est après travailler avec ces sensations. Oui, je crois que c'est important ce que vous dites, Claire Delis, c'est-à-dire que c'est pas parce que notre couple va mal qu'on va aller faire un stage de tantra et puis que ça ira mieux. C'est un travail finalement, le tantra. C'est pas aussi simple et facile qu'on pourrait l'imaginer. Je dis souvent que c'est un révélateur justement pour les couples, parce que moi je reçois pas mal de couples en privé en fait. En ce moment, il y a de plus en plus d'ailleurs de couples qui viennent en privé me voir pour travailler sur leur couple. Alors le tantra, c'est vraiment un révélateur dans le sens où si le couple est vraiment éloigné et n'ont pas la base commune, c'est sûr que ça va accélérer le processus de séparation. Mais par contre, s'ils se sont éloignés par les circonstances de la vie qui font que voilà, ils s'accordent pas assez de temps, ils s'accordent pas assez d'attention l'un à l'autre, au contraire, ça va les rapprocher. Donc pour moi c'est vraiment un révélateur et ça va, comme vous avez dit, redécouvrir, je sais que j'ai entendu le terme redécouvrir, oui, c'est redécouvrir l'autre, ne pas croire que l'autre est un terrain conquis et que ça y est, c'est fini, on a tout fait avec lui, on sait tout. Non, c'est redécouvrir, il y a une redécouverte, ça c'est sûr. Alors, ce livre s'appelle Le couple tantrique, c'est aux éditions de la Musardine, il sort la semaine prochaine. Vous donnez des exercices concrets, alors je sais bien qu'on est à la radio, c'est difficile, mais qu'est-ce que comme ça, vous pourriez déjà, le premier petit exercice que tout couple pourrait faire pour juste comme ça commencer à s'apprivoiser au tantra? Alors, le premier exercice pour le couple, ça va être un exercice individuel que je vais leur conseiller parce que c'est déjà... ça commence bien. Mais face à face. Par contre, ils sont assis face à face. Donc déjà, s'asseoir face à face, regarder dans les yeux, c'est déjà un premier exercice. Mais après, la respiration, apprendre à se connecter à la terre, au ciel. Respirer dans son axe intérieur, on va dire.
Donc se centrer, se poser déjà dans son axe avant de se tourner vers l'autre. Enfin, non, on est tourné face à face, mais on se recentre dans son énergie propre. Et après, vous allez mettre la main. Mais on peut déjà se sentir finalement assez mal à l'aise, j'imagine, rien que dans... je veux dire, si on n'est pas tout à fait à l'aise avec soi, avec son corps et avec l'autre, rien que ça peut déjà révéler des sensations un peu désagréables, non ? Parce que moi, je me souviens d'avoir reçu, je vous donne un petit exemple rapide d'un couple qui pratiquait tout le temps le libertinage et qui était toujours par vous avec d'autres couples. Et ils sont venus me voir parce qu'ils me disent, OK, on n'a plus de désir, on n'arrive plus. Ils étaient jeunes, hein, pourtant. Et je leur ai dit, bon, d'accord, très bien, commencez par vous asseoir face à face et vous regarder. La femme a éclaté en pleurs et ça a duré pendant une demi-heure. Voilà, donc la séance, c'était ça, en fait. Oui, parce on pouvait enfin, il l'a regardé et ça a créé... Ça a réveillé une blessure profonde, j'imagine. Voilà. Hein. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour dire que déjà, comme vous dites, déjà le fait de s'asseoir face à face et de se regarder, sans se parler en plus. Oui, c'est sans parole, bien sûr. Bah oui, après, parce que c'est ça qui crée l'émotion intérieure. Et ensuite, on peut mettre la main pour sentir l'énergie de l'autre, mais sans le toucher. Là, au niveau du centre de la poitrine, parce que c'est l'endroit le plus facile à sentir. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Par contre, après, la parole, ça, je suis d'accord, c'est intéressant, mais on va parler à l'autre en lui disant, pas un compliment, mais quelque chose qui est ressenti. Pas quelque chose inventé, n'importe quoi. C'est-à-dire, on va le regarder dans les yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Et lui dire quelque chose qui l'inspire. Voilà, quelque chose qui inspire. Dans un sens et dans l'autre. Hein. Ça, c'est un exercice qu'on fait souvent dans mes cours. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal. Mais on fait une préparation quand même un petit peu avant. Mais dans les couples, j'ai remarqué qu'ils ont plus de mal qu'avec des inconnus. À se dire des choses agréables. Souvent, les couples ont plus de mal à se regarder et dire voilà, je sais pas ce qu'elle va dire, ce qui l'inspire. Tu es la femme, déesse inspiratrice. Je sais pas ce qu'on peut trouver à dire. Mais c'est terrible, Fabrice Bach. Ça montre bien l'impossibilité à communiquer. En fait, c'est ce qui est particulier. Je pense qu'à ce moment-là, ce qui se passe, quand ils ne peuvent pas dire ça, c'est quand ils regardent l'autre, ils voient juste quelque chose, tous les griefs qu'ils lui reprochent. Donc, trouver quelque chose de positif dans les griefs qu'on lui reproche, il n'y a pas. Et c'est ça qui est dramatique. Il y a des griefs qui ont commencé à s'accumuler tout doucement, mois après mois, année après année, dont on n'a pas parlé. Et tout ce qu'on voit en face, c'est tout ce que je n'aime pas, tout ce que je ne veux plus. Et quand on dit trouver quelque chose de positif, ça peut être très compliqué, ça peut mettre les gens extrêmement mal à l'aise, parce qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent plus en fait à ça. Et ça c'est dramatique. On en a certains d'ailleurs qui, à travers ce genre d'exercice, on arrive à une conclusion, parce que bon, ça peut être un début. Puis je pense à ma collègue qui sollicitait un jour un couple à dire écrivez-vous réciproquement une lettre, etc. sur vos attentes, est-ce que vous pouvez ne pas apprécier ? Monsieur a refusé, il a dit je n'écrirai jamais. Bon, voilà, c'est réglé. Bah oui, la lettre de rupture, peut-être. Oui, je pense. Parce qu'elle disait, oui, moi je veux bien. Elle lui disait non. Donc, ok, vous avez marqué. Et au départ, c'était fascinant. 2 séances avant, elle me disait, je l'aime, je ne pourrai jamais la quitter, elle est tout pour moi. 2 séances après, je n'écrirai jamais la lettre. Il signifie la rupture. C'est impressionnant. On va continuer à évoquer le couple tantrique avec Claire Delis et Fabrice Bach. On voit finalement qu'on est peut-être pas tout à fait dans la sexualité sacrée. C'est 2 choses un peu différentes. Et on se retrouve dans un instant, toujours sur Sud Radio, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Fabrice Bach est avec nous, thérapeute, et on a depuis hier beaucoup parlé de la sexualité, de l'importance de la sexualité, et puis on va conclure ces 4 heures que nous avons passées ensemble, en étant un petit peu plus en haut, mais en restant quand même aussi en bas, parce que le tantra, c'est pas uniquement la tête dans les étoiles, c'est aussi dans son sacrum, si je puis dire. Claire Delis est avec nous, vous êtes l'auteur de ce livre, Le couple tantrique, qui sort la semaine prochaine, le 11 mai au mercredi prochain, aux éditions de La Musardine. Alors, oui, donc déjà, apprendre à se regarder, et j'imagine, dans vos stages, il n'y a pas de sexualité réelle. Je suppose qu'on ne va pas faire un stage, sinon ça s'appelle du libertinage. Voilà, exactement. Donc ça, c'est un peu des codes éthiques, c'est-à-dire que
Bon, à la limite, on pourrait envisager ça si c'était que des couples ensemble, parce que le tantra est quand même amoral, dans le sens qu'il dépasse les codes éthiques. Enfin non, il est avec éthique, excusez-moi, mais pas avec une morale. C'est-à-dire que la morale qui sortirait, enfin l'éthique qui sortirait, c'est que on ne va jamais dans quelque chose qui rend l'autre mal. Donc on respecte les limites de l'autre. Mais à la limite, on peut envisager ça. Mais bon, moi, en tout cas, on a fait des barrières chez nous. Donc l'éthique, c'est qu'il n'y a pas de relations sexuelles dans les cours. Par contre, il y a des exercices pour les couples spécialement qui peuvent mettre en application dans leur chambre après, quand on a des stages de plusieurs jours, et qui peuvent mettre en application. Mais il n'y a pas de relations sexuelles dans les cours. Et en plus, vous avez quelquefois des gens qui ne se connaissent pas, donc on ne va pas commencer à faire effectivement, comme tu dis, des libertinages. Mais on fait des exercices qui sont à mettre en pratique après dans votre couple. Voilà. Oui, absolument. Et les limites de l'autre sont toujours respectées dans le sens où si quelque chose va trop loin pour vous, vous pouvez toujours demander à l'animateur ou arrêter. Et donc on n'a jamais de contraintes. Je pense effectivement, à un moment donné, il y a toujours un million des limites à avoir, des limites effectivement par rapport à ce qui peut être permissif ou pas. Un couple qui se mettrait à faire l'amour, déjà, ça met le professionnel qui est là en position voyeuriste de ce qui se passe, les autres en position exhibition. On n'est plus dans une relation qui permet aux personnes d'avancer. Il y a des choses qu'elles doivent vivre par elles-mêmes, entre elles, qui peut ensuite être retravaillée avec le professionnel qui les accueille, qui là véritablement est en position de guide ou de régulateur d'un certain nombre de choses. Mais le maître, effectivement, nous on le voit quand on a des patients, enfin moi je vois spécifiquement qui parfois, on va dire, peuvent s'épancher un peu trop sur leur vie sexuelle et en étant un peu trop descriptif, à un moment donné, il y a aussi une limite à avoir. Apprendre aussi à retenir certaines choses pour ne pas passer le professionnel en position de voyeuriste de quelque chose qui est posé. Parce que là, la relation est complètement biaisée. C'est toute la question de l'intime qui doit rester justement intime. Et c'est peut-être un peu la difficulté qu'on a dans notre société actuelle où on mélange un peu sexe et intime, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Complètement. Claire Delis, le tantra, c'est aussi, on entend souvent aussi que c'est la femme déesse, etc. Il y a paraît-il beaucoup plus de femmes qui vont prendre des stages de tantra, ce qui n'est pas trop le cas chez vous puisque vous travaillez beaucoup avec les couples. Oui, et puis moi je reçois beaucoup d'hommes en privé aussi qui veulent qui veulent faire un meilleur apprentissage de leur énergie. Et c'est toujours pareil, c'est son relation sexuelle bien évidemment, mais donc je ne vois pas qu'il y a plus de femmes que d'hommes, parce que je pense que petit à petit les hommes ils s'y mettent quand même au tantra. Mais effectivement, la femme... alors, si vous voyez la tradition tibétaine, on voit beaucoup de déesses féminines. Mais sinon, dans le tantra, on resacralise le côté féminin, puisque c'est la porteuse... La femme, c'est l'initiatrice. C'est celle qui guide l'homme, c'est elle qui va porter l'enfant, c'est elle qui, justement, parce qu'elle a son initiation dans son corps, avec ses cycles menstruels et autres, n'a pas besoin d'être initiée. Mais par contre, elle doit retrouver cette dimension de guide qu'elle n'a pas toujours et qu'elle a peut-être oublié ou qu'elle a peut-être jamais exercé complètement. Parce que c'est elle qui sent, justement, comme on l'a dit, il y a plus de sensibilité chez la femme que de l'homme, au niveau de l'émotionnel et au niveau du ressenti, au niveau des connexions aussi spirituelles. Pas plus de sensibilité, ça c'est... Oui, ça dépend. Moi, je suis pas tout à fait convaincue de ça. Je pense la société a brimé la sensibilité et l'émotionnel chez l'homme énormément. Oui, parce que sinon il n'allait pas à la guerre. Voilà. Donc, et aujourd'hui, effectivement, heureusement, il y a tout un ensemble de choses qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des notions qui apparaissent d'hypersensibles, etc., qui sont très bien définies. On se rend compte que les hommes en sont porteurs aussi. Et souvent, c'est beaucoup plus difficile pour eux de l'exprimer parce que la société, jusqu'à présent, ne le permettait pas. L'homme est celui qui force, celui qui va tuer le mammouth et qui ramène à manger. Non, il peut aussi pleurer. Et paradoxalement, les femmes recherchent aujourd'hui ça aussi chez les hommes, cette part de sensibilité. L'homme monolithe fort en permanence. Non. Et je pense qu'il y a effectivement la sensibilité partagée par les deux sexes, si ce n'est qu'elle peut, socialement parlant, s'exprimer plus facilement chez les femmes que chez les hommes. Et là, c'est en train de changer. Oui, c'est vrai, c'est bien que vous mettiez l'accent dessus. Les hommes s'ouvrent de plus en plus à leur sensibilité. Et l'homme, dans le tantra, regarde quand même une dimension d'ancrage.
Si vous voulez, le masculin, c'est le canalisateur un peu de l'énergie de la femme, parce que le problème du féminin, c'est qu'il ne connaît pas toujours ses limites énergétiques. Et l'homme, quand il centralise cette énergie, lui permet de révéler ce qu'il y a au fond d'elle. Mais on considère quand même que la femme est porteuse des mémoires, est porteuse, c'est elle qui porte l'enfant, ça on l'a déjà dit, elle est porteuse de mémoires antérieures dont elle n'a souvent pas conscience. Et en fait, par le tantra, l'homme est un révélateur, enfin le masculin. Alors il ne faut pas dire effectivement c'est finalement le conte de Belle au bois dormant. Oui, mais tous ces contes initiatiques ont quand même un sens. Mais donc bien en fait, sûr, on ne devrait pas dire l'homme et la femme, on devrait peut-être dire le masculin et le féminin, si vous préférez. Mais il y a quand même cette dimension-là. Alors effectivement, les hommes s'ouvrent de plus en plus à la sensibilité, au ressenti, etc. C'est toujours beaucoup plus dur pour eux de rentrer dans le ressenti, effectivement. Ils ont plus de temps, plus de mal, mais ils y viennent. Oui, mais en même temps, l'homme est plus naturellement dans l'action que la femme, et c'est toute la difficulté aussi. Moi, il y a une question qui m'interpelle, je vous écoute, c'est très intéressant. C'est comment aujourd'hui, en fait, à travers tout ce que vous évoquez, vous percevez, ou je ne sais pas quel terme mettre, vous naviguez avec ces nouveaux éléments qui apparaissent dans la société, en termes justement d'asexués, en termes de transgenre, etc. Comment ça se passe? Parce que ce que vous évoquez, on le comprend très bien, mais on parle effectivement de masculin, féminin, homme-femme, et là on a des repères qui commencent à émerger où tout ça c'est gommé. Oui, d'ailleurs, ils sont en train d'inventer des tantras de changement de sexe, etc. Moi, je pense que la civilisation, enfin personnelle, ça c'est une idée tout à fait personnelle, je pense que la civilisation, on va vers un androgyna peu à peu. On va aller, c'est comme si la civilisation allait vers ça peu à peu. Mais pour l'instant, je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose à restaurer déjà dans le masculin sacré, parce que ce masculin, on est en train un peu de le galvauder. Non, je pense que Brigitte sera d'accord avec moi, parce que je sais qu'elle défend toujours les hommes. Mais il y a quelque chose à rétablir dans le sacré du masculin. Je pense aussi, à travers le tantra, on rétablit aussi ça, parce qu'on a parlé du féminin, on rétablit effectivement le féminin dans son côté sacré, qui est une initiatrice de l'amour. Parce qu'elle connaît, c'est elle qui connaît les cycles où elle peut, pour l'accouplement et tout ça. Donc c'est une initiatrice de l'amour, mais l'homme, c'est comme je dis, le masculin sacré, c'est aussi que sans l'homme, la femme, elle a du mal à révéler. On voit plein de femmes qui n'ont pas été justement, qui n'ont pas trouvé un homme qui les a aidées à se centraliser et qui courent à gauche, à droite, dans tous les sens, sans jamais être canalisées, qui font beaucoup de choses, beaucoup de bêtises. Donc moi, je pense qu'il faut quand même rétablir cette histoire on a besoin l'un de l'autre. Que la femme a besoin. Parce qu'il y a des femmes qui disent qu'elles n'ont pas besoin des hommes, il y a des hommes qui disent qu'ils n'ont pas besoin des femmes. Et moi, je pense qu'on a besoin l'un de l'autre, parce qu'au niveau énergétique, quand on n'a pas cette polarité, il y a un déséquilibre qui se passe au bout d'un moment. On ne peut pas tout gérer. On est d'accord, on va aller vers un androgyna peut-être dans le futur. Enfin, androgyna peut-être pas, peut-être dans le sens de Jung, on va tous pouvoir révéler notre masculinité, notre féminité. Peut-être. Bon, en tout cas, ça s'appelle le couple tantrique. Merci Claire Delis d'être venue nous en parler. C'est aux éditions de la Musardine. C'est dans toutes les bonnes librairies à partir de la semaine prochaine. Merci beaucoup Fabrice Bach. Merci beaucoup et merci à tous d'avoir témoigné durant ces 2 heures. Et tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir.